Bon, bah, bonsoir. J'ai le plaisir de vous faire cette restitution un peu générique sur le salon. Je vais me focaliser quand même sur les thèmes qui vous intéressent. On va parler beaucoup de transport et de Smart City. Et puis je vais vous expliquer un petit peu au début comment se situe ce salon dans son écosystème et notamment où en est la présence de la France qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, aussi bien en creux qu'en plein. Euh, alors pourquoi je suis là? Parce que je produis tous les ans, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaît pas mon rapport? Il y en a quand même qui ne connaissent pas. Ben voilà, il faut y aller. Donc tous les ans, depuis 2006, je produis ce rapport qui est en open source, qui fait 400 pages et qui est pile poil cette année, et qui est facile à télécharger. Alors, si par exemple vous avez votre téléphone ouvert, là, vous tapez rapport blanc CES dans Chrome ou Safari, ça tombe dessus tout de suite. Le SEO est plutôt bon, quoi. Puisque ça fait très longtemps que je le fais. Et j'en suis à 10 000 téléchargements en 3 jours, ce qui est pas mal, et ce qui montre l'intérêt de l'industrie pour le sujet. Alors, pourquoi ce rapport est apprécié de l'écosystème en France? Il permet à la fois de se faire un tour d'horizon de ce qui se passe dans l'industrie des loisirs numériques, notamment, et de tout ce qui concerne le grand public. Mais par ailleurs, c'est aussi un guide de visite et un guide pour l'exposant. Et en plus, la liste de toutes les boîtes françaises qui exposent avec des métriques dans tous les sens pour savoir ils viennent d'où, ils font quoi, est-ce que ce sont des startups, des grandes entreprises, des PME. Donc il y a beaucoup de data dans le rapport qui permet à l'écosystème français de l'innovation de comprendre où nous en sommes. Alors je vais commencer par la France au CES pour déjà vous positionner le nombre de boîtes françaises que je suis donc depuis que j'y vais, depuis 2006. Alors j'ai connu le désert des tartares des Français au CES, puisque entre 2006 et 2010 à peu près, il n'y avait même pas 25 boîtes françaises qui étaient exposantes. Et cette année, ils étaient 410. Donc ça fait un sacré changement. On voit une courbe qui ressemble plutôt à une gaussienne. Ce n'est pas une exponentielle, mais en tout cas, il y a une croissance continue depuis une date précise qui est 2014, qui est le début de la French Tech. En fait, la French Tech est un des éléments factuel qui a encouragé les entreprises françaises à exposer au CES, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu un autre élément qui me semble assez important, qui est tout simplement l'appétence des entreprises françaises dans l'univers des startups pour les objets connectés. Il se trouve qu'il y a des domaines où on a beaucoup de startups, d'autres domaines où on en a moins en France, et il se trouve que comparativement à d'autres pays européens, on a quand même beaucoup de startups dans les objets connectés en France et dans tout un tas de domaines que vous verrez juste après. Si on regarde objectivement le nombre d'exposants qui sont sur le salon, et là on est en nombre de sociétés, on n'est pas en mètres carrés, il faut faire la nuance entre les deux, on est effectivement le 3e pays. Et alors qu'il y a 10 ans, on était peut-être le 12e. Donc on est le 3e derrière les Chinois et les USA, mais la présence de chaque pays est très différente. Les USA dominent le marché au CES plutôt par le biais de leurs fabricants de composants. Donc il y aura du Intel, du Qualcomm. Il va y avoir quelques constructeurs qui n'ont pas de stand au CES comme Dell ou HP, mais qui réservent des restaurants autour du salon pour inviter plutôt les médias, mais qui n'invitent pas le reste de l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'ils font des lancements hors salon en général. Et les Chinois, eux, ont de très grandes marques connues comme Hisense, Haier, Skyworth, Changhong, Huawei, ZTE, Alibaba qui était exposant, Beidou qui était exposant, et une ribambelle de startups qui sont plutôt des PME. En fait, il y a quelques startups, en gros 40 startups, et 1300 PME venant aux 2 tiers de Shenzhen et aux tiers d'autres villes de Chine, et qui sont en général des sous-traitants de l'industrie des produits numériques et qui sont capables de fabriquer tout et n'importe quoi. Ils peuvent vous vendre des batteries, des écrans, des transistors, ou des smartphones, ou des set-top box pour la télé, ou n'importe quel type d'accessoire. Et on trouve en fait tout cet écosystème des Chinois sur le salon. Alors quand on prend uniquement l'Union européenne, dans laquelle j'ai préservé le Royaume-Uni qui n'en est pas encore formellement sorti, nous avons la moitié des exposants sur le salon. Et là, on parle d'exposants qui sont référencés dans l'annuaire des exposants. Moi, j'ai une autre méthode de décompte parce que je compte les gens qui sont hébergés par d'autres boîtes qui n'apparaissent pas dans l'annuaire des exposants forcément. Mais ça positionne la France dans l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pourcentage n'a pas beaucoup évolué en fait d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que dans le même temps de notre croissance du nombre d'exposants, les autres pays européens ont aussi fait des efforts importants pour augmenter leur présence. Et notamment les Hollandais qui étaient 60 à peu près cette année. Les Allemands qui ont augmenté leur présence, les Anglais aussi qui l'ont augmenté. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez un phénomène d'émulation européen. La présence française agace pas mal. On est assez envahissant sur le salon et donc ça donne envie aux autres d'être aussi présents. Donc ça crée ce phénomène d'émulation. Maintenant, si on regarde la répartition des Français qui sont exposants,
avec mon décompte, donc moi je compte 410 boîtes alors que dans l'annuaire des exposants on est à 344 à peu près, eh bien nous avons beaucoup de présence de start-up et d'entreprises franciliennes. En fait, les franciliens représentent 41% du total des exposants, mais 35% des start-up. Pourquoi ? Parce qu'un grand nombre de grandes entreprises françaises qui sont exposantes au CES sont en général des boîtes dont le quartier général, enfin le siège est à Paris, donc ils augmentent la part des boîtes. Et si on prend que les start-up, c'est 35%. Et donc, on a un écosystème régional qui est assez bien représenté. Et maintenant, si on regarde la partie plutôt thématique, on a 3 thèmes qui représentent 40% du total, qui correspondent d'ailleurs à une sorte de ligne de force des entreprises françaises qui sont présentes sur le salon, donc avec la maison, la santé et les transports. Et on va en citer quelques-unes. Alors, il y a 2 best practices que je voudrais citer sur cette année, parce que je pourrais parler très longtemps des erreurs de casting et des régions qui envoient trop de start-up, qui n'ont rien à faire sur le salon. Ça, on pourrait en parler longtemps, mais on va parler plutôt en plein de ce qui a bien fonctionné cette année. Il y a eu d'abord un pôle transport qui a été assez bien représenté à 2 endroits, notamment en extérieur, dans la zone où il y a tout un tas d'équipementiers automobiles. Et vous aviez, si vous voulez, de manière d'ailleurs pas forcément très coordonnée, Valeo, Faurecia, qui sont 2 grands équipementiers qui représentent quand même, pour ceux qui ne savent pas, 40 milliards de dollars minimum de chiffre d'affaires cumulé tous les deux, si ce n'est pas en euros d'ailleurs. Et à côté, vous aviez Arcamis, qui est un équipementier plutôt dans l'audio, qui a déjà déployé ses solutions audio multicanal dans plus de 40 millions de véhicules dans le monde, y compris chez des constructeurs asiatiques. Et vous aviez un petit pavillon de Business France qui avait été co-préparé avec Systématique, le pôle, qui étaient uniquement des startups spécialisées dans le monde des transports, comme une boîte qui s'appelle Dibotics, qui fait de l'analyse d'images de LiDAR pour comprendre ce qu'il y a en 3D autour d'un véhicule, pour améliorer les capacités d'un véhicule autonome à comprendre son environnement. Et puis le deuxième sujet où il y a un début de coalescence d'acteurs français, c'est le monde de la maison connectée, avec au même endroit, dans le hall des objets connectés pour la maison, Somfy, spécialisé dans les ouvertures, Legrand et Netatmo, l'un étant actionnaire de l'autre et l'autre étant dans l'écosystème de l'autre, et une société qui s'appelle Muller, qui est un chauffagiste en fait, qui fait des chauffages et qui fait partie de l'écosystème de Netatmo. Et toutes ces sociétés étaient à peu près au même endroit. Alors, ce n'est pas toujours très organisé, mais c'est un début de restructuration de l'écosystème français des produits pour la maison connectée, qui est une bonne initiative. Alors, on a décidé, en préparant cette présentation, d'évoquer aussi la présence des grandes entreprises françaises qui avaient un stand et qui accueillaient des partenaires, des startups. Alors, vous aviez La Poste, qui est un cas intéressant, parce que La Poste, c'est quand même une boîte française qui a 2 stands sur le salon. Ils ont un stand dans la zone maison connectée où ils présentent leurs solutions, dont certaines d'ailleurs sont réalisées avec des startups françaises. Et ils ont une autre zone qui est dans l'univers des startups, qui s'appelle Eureka Park sur le salon, qui est une zone où ils avaient leur stand dans laquelle ils hébergeaient des startups qui font partie de leur programme French IoT. Et je ne sais plus combien ils en avaient, de l'ordre de 16 ou 20. Donc en haut, vous avez la partie startup et en bas, vous avez la partie stand en propre. Alors, La Poste, je ne sais pas s'il y a des représentants de La Poste dans la salle, mais c'est un peu la caricature de ce qu'il ne faut pas faire dans la présence sur le salon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un stand où tout est écrit en français. Vous êtes quand même sur un salon où il y a 180 000 visiteurs, dont 5 000 Français, et environ 10 à 11 000 francophones, en étant assez large dans le décompte des francophones. Il y a des Canadiens, des Québécois, des Africains, mais enfin, en gros, il doit y avoir 8 000, 9 000 francophones. J'aurais posé la question, parce que je les connais bien, les gens de La Poste. Je dis, mais pourquoi vous mettez tout en français ? Ils disent, nos visiteurs l'année dernière, ils étaient tous français. Donc on l'a mis en français. Donc en fait, on a finalement La Poste qui va à Las Vegas pour voir des Français, comme d'ailleurs certaines startups qui exposent aussi pour voir des directeurs informatiques ou des chief digital officers ou autres responsables d'innovation de boîtes françaises qui sont par là. Bon. Ensuite, vous avez ST. Je ne sais pas si vous connaissez ST. Une petite entreprise qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est basée à Grenoble, qui est une entreprise franco-italienne, qui est le numéro 1 français des objets connectés. Mais personne ne le sait. Pourquoi ? Parce qu'ils font des composants, ils ne font pas des produits finis. Et ils sont présents dans la moitié des objets connectés du monde entier. Ils ont des microcontrôleurs, des capteurs. Ils équipent... il y a 4 € de ST Micro dans chaque smartphone qui vient d'Apple, notamment l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Le capteur laser, le capteur qui gère à gérer le Face ID, ça vient de ST Micro. Et on ne le sait pas. Et donc, ils sont planqués dans un hôtel qui s'appelle le Encore. Et ils ont quelques partenaires comme MIP Robotics qui est ici, qui présente un petit robot, qui utilise leurs composants.
Et donc, eux, ils commencent à avoir une approche écosystème avec des startups chez eux. Et c'est une entreprise dont le concurrent principal est Bosch, par exemple, qui est une boîte allemande, qui, elle, a un stand classique. Et un des éléments intéressants de la présence de ST Micro, qui correspond à une grosse mouvance de l'industrie d'aujourd'hui, c'est qu'il présentait des composants qui intègrent des fonctions qui permettent de faire tourner ce qu'on appelle des réseaux de neurones pour faire tourner des logiciels d'intelligence artificielle, mais dans l'embarqué, dans le monde des objets connectés. Et en mode basse consommation, et donc avec une technologie de fabrication associée qu'ils maîtrisent par eux-mêmes. Ensuite, vous avez Engie, qui est plus proche de vos métiers, qui a une zone bleue. Alors pourquoi je dis une zone bleue? C'est une zone qui est dans la zone des startups, Eureka. Donc ils louent la zone et après ils la sous-louent à des startups qu'ils hébergent. Et sachant que dans leur stand, ils avaient un mélange à moitié-moitié de startups réellement indépendantes, dans lesquelles ils peuvent éventuellement être investisseurs, et des projets qui sont issus de Engie, qui ont leur propre marque, mais qui en fait sont des spin-offs ou qui relèvent de l'entrepreneuriat. Et les deux étaient mélangés, avec l'école polytechnique d'ailleurs, sur leur propre stand. C'est une autre approche, hein. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est une autre approche. Ensuite, vous avez Orange, qui était très peu présent. L'année dernière, Stéphane Richard était venu intervenir dans une conférence, mais cette année, il n'est pas revenu. Et j'ai découvert complètement par hasard, planqué au fond des startups de la zone Eureka Park, une boîte dont j'avais entendu parler avant, qui s'appelle EmoShape, qui est en fait une start-up qui a créé un composant électronique qui est capable de capter les émotions des utilisateurs et qui est destiné à être mise dans des robots, dans des voitures, dans des objets connectés, et qui en fait récupère de l'information qui vient des caméras, des micros, etc., pour générer une information sur l'état émotionnel d'un utilisateur pour qu'il soit ensuite exploité par une solution logicielle. Et le fondateur, Patrick Lévy-Rosenthal, en fait, est basé à San Francisco, et il était en fait présent avec l'accompagnement de la branche innovation ouverte d'Orange, le fameux labo de Georges Naon, qui est basé à San Francisco, qui a accompagné la start-up. Donc il y avait le logo d'Orange qui traînait là. Donc c'est assez symbolique, là, vous n'avez pas une présence massive d'Orange. Ensuite, vous avez Dassault Systèmes, vous connaissez bien, qui était sur le CES pour la 3e fois, et qui avait décidé, là, vraiment, de faire comme beaucoup d'entreprises maintenant, d'avoir une approche innovation ouverte, donc d'héberger une dizaine de startups sur son stand, sur lesquelles l'offre de Dassault Systèmes était assez peu visible. Il n'y avait pas Katia ou Enovia, l'offre de PLM de Dassault Systèmes. Et ces startups-là, au même titre qu'Engie, étaient à peu près, à proportion, je ne sais plus dans quel ordre de grandeur, mais moitié française et moitié étrangère. Il ne faut pas oublier que ces entreprises-là, elles ont des écosystèmes qui sont des écosystèmes mondiaux. Il n'y a aucun sens à ne présenter que des startups françaises si on a une plateforme qui est destinée à couvrir les besoins du monde entier. Donc il est logique qu'un Dassault Systèmes ait des startups qui ne soient pas que françaises sur son stand. Dont, par exemple, ce français que je connais bien, qui est Dracula Technologies, qui est une startup qui est à cheval entre Grenoble et je ne sais plus quelle autre ville de France, et qui conçoit et fabrique des panneaux photovoltaïques souples qui peuvent être intégrés dans tout un tas de produits variés, y compris des sacs. Donc c'est fait pour des systèmes embarqués. C'est plutôt des panneaux à faible rendement, mais qui sont intégrables facilement dans tout un tas de produits de la vie courante. Et qui est une boîte qui existe depuis pas mal de temps. Donc voilà ce portrait robot de la présence française. Vous voyez, c'est assez varié. Il y a des gros, des petits, des moyens. Je considère que l'exemple que j'ai donné là au début, la Valeo, Forestia, avec les startups à côté, ou le monde de la maison connectée, ce sont des débuts de best practice. Et plus on sera capable de rassembler des PME, des grandes entreprises et des startups autour de thématiques assez cohérentes, plus la présence française aura du sens. Alors il y avait un autre endroit que je n'ai pas mis dans mes slides, qui était la zone Smart City, que Philippe évoquera probablement, qui était une zone un petit peu planquée dans le salon, avec 85 exposants, parmi lesquels il y avait 4-5 exposants français, dont Transdev qui était présent, qui était avec son stand, sur son stand avec une start-up, puis avec Renault. Ils évoquaient une expérimentation qui va être menée bientôt de véhicules autonomes à Rouen. Et il y avait aussi une boîte qui s'appelle, je crois qu'elle est dans ta présentation, Electric Load, un système qui propose un système de recharge de véhicules autonomes, qui était aussi exposante et qui d'ailleurs qui avait un robot censé se brancher sur la voiture directement sur son stand. Alors, quelles sont les tendances? En fait, je trouve que parler de tendance au CES, c'est un peu banal,
Parce que vous avez déjà lu la presse, vous savez qu'on parle de véhicules autonomes, vous savez qu'on parle de 5G, vous savez qu'on parle d'objets connectés qui mieux, vous savez qu'on va parler parfois d'écran pour ceux qui s'intéressent encore à la télévision, ou de la réalité augmentée, ou de robots. En fait, quand on veut comprendre ce qui se passe dans les tendances, il faut arriver à comprendre sujet par sujet où est-ce qu'on en est dans l'état de maturation du domaine. Il y a des domaines où on est plus ou moins mature. On est moyennement mature sur la réalité virtuelle augmentée. On est encore relativement immature dans le déploiement des véhicules intelligents ou autonomes, même s'il y a des expérimentations qui sont menées. Et tous les ans, les constructeurs de télévision nous inventent une nouvelle manière marketing d'emballer de la technologie pour améliorer la qualité de la couleur ou de la résolution ou du format des écrans. Et par contre, si on discute d'assistants vocaux, là, on est plutôt dans une technologie qui finalement est relativement mature au sens où elle est déployée, elle est installée dans un tas de produits, que ce soit les Amazon Echo ou le Google Home qui arrive en France, qui est arrivé en France récemment. Et là, on a plutôt une situation mature en termes de déploiement, même si, quand vous parlez à un assistant vocal, il ne vous comprend pas toujours. Mais c'est quand même déployé assez largement. Et d'ailleurs, la différence d'approche entre chacun de ces sujets quand on visite le salon, c'est qu'ici, vous avez des produits qui se cherchent encore, qui ne marchent pas très bien. On essaye de trouver le bon compromis en résolution, en taille d'écran, en champ de vue. Et ce n'est pas encore tout à fait sec, que ce soit pour des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée, qui permettent de voir au travers d'un écran ce qu'il y a dans la vraie vie. Alors que là, vous avez une bataille industrielle qui voit se confronter deux grands acteurs qui sont Amazon et Google et qui se cognent très très dur l'un sur l'autre sur le CES. À tel point que Google avait décidé sur cette édition du salon d'être exposant. La dernière fois où ils avaient été exposants, c'était en 2006. C'était mon premier CES. Pourquoi ils avaient été exposants à l'époque? Parce qu'en fait, Larry Page, qui est l'un des deux cofondateurs de la boîte, faisait un keynote. Et en général, si vous faites un keynote au CES, il faut acheter le stand avec. C'est le package, quoi. Donc, ils avaient dit, OK, on prend un stand. Et ils avaient un petit stand symbolique. Là, ils n'avaient pas de keynote, mais ils avaient décidé d'avoir un stand en extérieur, de créer des animations dans la rue dans Las Vegas, et ils avaient acheté tous les billboards de Las Vegas. Qu'est-ce que c'est un billboard? C'est un grand panneau à LED qui fait 10 mètres de haut, sur lesquels des publicités tournent. En général, il y a 3 pubs qui tournent. Et donc, où que vous soyez dans Las Vegas, vous voyez Google, 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 Google partout. Et ils avaient même mis une pub sur le monorail, qui est le train extérieur, un peu en hauteur, qui circule dans Las Vegas. Donc, ils avaient décidé de mettre le paquet. Alors, je me suis intéressé à la question sous l'angle part de marché. Est-ce que Google mettant le paquet comme ça permettait de se traduire face à Amazon en part de marché? Alors, il se trouve que des journalistes américains se sont amusés à compter le nombre de produits présentés au CES qui supportaient Amazon Alexa, donc la solution d'agent vocal en cloud d'Amazon, et ou Google Assistant. Eh ben, ils ont trouvé qu'au CES, il y avait encore plus des 2/3 des solutions qui étaient plutôt Amazon, et seulement un petit tiers qui était Google Assistant. Alors, on refera le compteur dans 6 mois et dans 1 an. Il est probable qu'on va aboutir, en tout cas à court terme, à un duopole où les deux vont se battre en duel. Et d'ailleurs, on voyait énormément de sociétés, notamment les Chinois qui ont tendance à pas trop choisir, qui supportaient les deux. Parce qu'en fait, techniquement parlant, ce n'est pas compliqué de supporter l'un ou l'autre. Vous rajoutez des interfaces de programmation dans votre produit, vous connectez à l'un, vous connectez à l'autre, et ce n'est pas très compliqué de proposer le choix à l'utilisateur. C'est presque caricatural. Je vais vous donner un exemple de caricature d'ailleurs de suiveur, c'est LG. Personne n'est de chez LG dans la salle. Ils sont sur Internet. Alors LG, il y a 2 ans, ils annonçaient que leur frigo connecté marchait sous Cortana. Alors c'était un peu space parce que leur frigo, il avait un grand écran 29 pouces ou 27 pouces. Il était sous Windows 10. Ils montraient qu'on pouvait lancer Word et Skype. Je ne suis pas sûr que l'interface de Windows soit tout à fait adaptée à... Et je suis un ancien de Microsoft. Je ne suis pas sûr que l'interface soit adaptée à un frigo. Bon. Année suivante, 2017, ils disent, bon, on a compris, on met WebOS, qui était leur propre système d'exploitation, qu'ils ont racheté il y a longtemps, qui venait de chez Palm, qu'ils ont dû racheter HP, je crois, d'ailleurs, il me semble. Hein. Et dessus, ils disent, on supporte Amazon Alexa. Parce qu'il y a 1 an, le CES était entièrement peinturluré en Amazon Alexa. Cette année, ils ont dit, on prend Google Assistant. Parce qu'ils ont suivi l'air du temps, quoi. C'est ça la méthode. Alors, il se trouve que derrière tous ces technos, il y a
plein de technologies fondamentales. J'appelle ça un peu les sous-jacents technologiques. Pour que tout ça marche, il faut du hardware, des processeurs, il faut des logiciels, des algorithmes, il faut des télécoms avec la 5G, notamment pour les véhicules autonomes et la ville intelligente. Il faut de la cybersécurité parce que tous ces objets connectés les uns aux autres avec Internet, ce sont de véritables passoires en termes de sécurité. Donc il y a un énorme travail à faire du côté des solutions de sécurité. Et ce sont soit des solutions de sécurité qu'on installe chez soi, qui vont protéger notre réseau domestique auxquels sont connectées des caméras de surveillance, par exemple. Il faut des capteurs extrêmement puissants pour les véhicules autonomes, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a autour de la voiture. Et on voit apparaître des solutions à base de blockchain dans tout un tas de domaines. Et il y avait quelques exposants qui parlaient de ça au CES. Donc Kodak qui a décidé de lancer sa crypto-monnaie, ce qui lui a permis de tripler sa valeur en bourse. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais ils ont fait un tabac au moment du CES. Alors il y a une énorme bataille qui est en train de se monter autour des chipsets neuromorphiques. Alors moi j'adore le hardware, donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Il se trouve que quand on gratte derrière les annonces du CES, quand on va voir les sociétés qui sont spécialisées dans le hardware, vous vous rendez compte que tout le monde est en train de se mobiliser pour créer des processeurs et dans l'embarqué, ce que j'ai mis là, le edge computing, et sur les serveurs qu'on a soit dans l'entreprise, soit dans le cloud. Bon, typiquement, Google et Microsoft ont leurs processeurs pour faire tourner des réseaux de neurones. Mais ils ne les vendent pas. Donc, vous ne pouvez pas acheter un serveur Intel, un serveur Google ou un serveur Microsoft. Alors que si vous achetez un processeur Intel ou un processeur Nvidia, ou de quelques autres comme LeapMine et Terabit, là, vous pouvez mettre ça chez vous, dans votre salle blanche. C'est possible. Et là, tout ça, c'est fait pour être sur des ordinateurs, des smartphones ou des objets connectés, des caméras de surveillance. Et vous avez toute l'industrie qui est en train de se mobiliser autour de ça. Autre mobilisation qui commençait à être marquante sur le CES, même si on en entendait déjà parler l'année dernière, c'est la 5G. Alors la 5G, c'est un sujet assez compliqué. J'anticipe que les marketeurs des grands opérateurs télécoms vont s'arracher les cheveux dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, la 5G, c'est 2 lettres. Donc ça, c'est simple. C'est un branding simple. Mais derrière, ça recouvre tout l'univers des télécoms de dans 10 ans. À savoir que ça couvre aussi bien le futur des offres télécoms pour les objets connectés que le futur du très haut débit mobile pour votre smartphone ou votre PC, que les systèmes temps réel qui vont alimenter le monde de la santé, les véhicules autonomes, et y compris les standards qui permettront de recevoir correctement tout ça en roulant à 500 km/h. Bon, typiquement le TGV ou le Shinkansen, quoi. Donc, en gros, la 5G, c'est comme la théorie de l'unification de la relativité générale, que Einstein n'a jamais réussi à faire, c'est ça appliqué aux télécoms. C'est-à-dire c'est le tout des télécoms. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas un standard de la 5G. Il y a des dizaines de standards, de sous-standards, de nouvelles manières de moduler les fréquences. Il y a aussi de nouvelles manières d'utiliser les bandes de fréquences. L'un des objectifs des opérateurs télécoms, c'est d'exploiter tout le spectre électromagnétique. De ne pas se contenter d'utiliser les bandes de fréquences qui vont en gros de 700 MHz à 2 GHz. Ils veulent aller sur du 5 GHz, ils veulent aller au-delà du 30 GHz, dans ce qu'on appelle les bandes millimétriques, qui ont une caractéristique, ce sont des bandes qui permettent de faire du très haut débit. Manque de bol, plus vous augmentez la fréquence, plus la portée est faible. Et comme la portée est faible, il faut revoir les architectures, il faut faire ce qu'on appelle les réseaux mesh, où tous les objets sont connectés aux autres, il faut densifier les réseaux d'antennes, et donc c'est une approche très différente des réseaux par rapport à celle qui était utilisée aujourd'hui. Donc c'est quand même relativement compliqué. Alors l'autre raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que les standards de la 5G ne sont pas secs. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'organismes de normalisation, dont le 3GPP, qui n'ont pas encore publié les specs finalisés. Et pourtant, vous avez Qualcomm qui vous dit « j'ai un modem 5G ». Bon. Et des opérateurs qui vous disent « oui, les offres arrivent en 2019 ». Alors j'ai une règle maintenant pour le CES, c'est un peu une boutade, mais quand un constructeur vous dit que le produit va arriver d'ici la mi ou la fin de l'année courante, vous faites x2. Donc un objet connecté qui est ship en septembre, en général, il ship en septembre de l'année d'après, parce que c'est très compliqué de sortir un objet connecté. Et quand un constructeur automobile ou un opérateur télécom vous dit 2019, vous pouvez plutôt aller par là, quoi. C'est plutôt, vous doublez, en fait. En général, les dates ne sont pas respectées. C'est assez courant. Alors, il y a plein de technos qui sont derrière. Je les détaille dans le rapport du CES, si ça vous intéresse de développer la culture générale là-dessus. Si vous êtes déjà ingénieur télécom et que vous avez creusé, vous savez de quoi il s'agit. Il y a énormément de technologies qui sont derrière ce monde-là. Et alors ça pose une question importante qui d'ailleurs doit faire écho à certains de vos métiers. C'est que les opérateurs télécoms
et les équipes anti-télécom qui travaillent sur ces spécifications de la 5G sont en train en fait, de spécifier un certain nombre de protocoles qui vont devenir concurrents frontaux des deux protocoles dont on entend beaucoup parler, qui sont ceux de Sigfox, qui a son propre réseau mondial avec des partenaires, et les réseaux dits LoRa, qui servent aussi à communiquer à bas débit et à longue portée pour relier des objets connectés à des infrastructures et à des data centers. Et donc, on va se retrouver dans une situation un peu tordue, qui est que pendant un certain temps, les réseaux LoRa et Sigfox resteront, on va dire, compétitifs. Et puis, petit à petit, on va voir les opérateurs télécoms devenir finalement un troisième larron, avec leurs propres offres basées sur les standards de la 5G pour concurrencer les offres dites LP1 ou réseau M2M qui existent aujourd'hui, sachant qu'en plus, il y en a d'autres qui existent sur le marché, ce qui complexifie encore la donne. Alors parlons un peu de la ville intelligente et des transports. Au CES, il y avait beaucoup de voitures, c'est clair, beaucoup de véhicules autonomes. Il y en a un qui m'a marqué plus que les autres, c'est cette berline qui a été créée par une boîte qui est financée par des Chinois, notamment Tencent et Foxconn, 250 millions de dollars pour une start-up, c'est pas mal pour démarrer, qui est créée par des Allemands qui viennent de chez BM, dont le designer est un Français, qui s'appelle Benoît Jacob, qui est le créateur de la BMW i8, et avec des marketeurs anglais et américains. Donc c'est un vrai projet international. Et les gars, ils arrivent au CES, ils prennent une salle de conférence de presse, ils invitent 1200 journalistes, ils ont 3 voitures sur la scène, ils font un lancement comme un grand constructeur automobile, alors que c'est une start-up. Et ils lancent un véhicule qui est très bien pensé. En tout cas, ce que j'en ai vu, à la fois dans la zone, les zones où ils exposaient, et dans leurs vidéos, c'est un véhicule qui est extrêmement bien pensé. Alors je vais vous montrer une de leurs vidéos, et je vais vous la commenter en voice-over. Le principe du véhicule, c'est qu'il intègre tout ce qu'on peut imaginer de moderne dans les usages numériques. En liaison avec le smartphone, la montre connectée, les écrans dans la voiture, dont l'écran de la console qui fait 1,25 m de large. Alors évidemment, c'est une démo, ça, c'est pas opérationnel. Hein. On va voir le principe. Alors le principe, c'est que vous préparez votre trajet avec votre téléphone, évidemment, et la voiture vous attend. Si ça se trouve, elle est partagée par un service de partage de voitures, donc ce n'est pas forcément une voiture qui est personnelle. Et la voiture vous reconnaît. Elle a des caméras, elle n'a même pas de poignée, ce qui fait qu'elle est plus aérodynamique. Vous appuyez sur un bouton pour l'ouvrir, comme si vous appuyez sur un bouton d'ascenseur. Elle reconnaît le conducteur, donc le chien n'a pas le droit de conduire. Et en gros, c'est bourré d'écran. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo en entier parce que je n'ai pas le temps, mais petit détail qui est assez intéressant. Quand vous regardez les spécifications du véhicule, il y a plein de fonctions, il y a plein d'écrans partout. Vous avez cet écran majestueux qui existe. Hein, on la voit, la voiture, ce n'est pas un concept en 3D. Hein, le véhicule existe vraiment. Quoi, on le voit sur le salon. Il y a des écrans, il y a un écran qui est là, comme un écran tablette, et il y a des écrans à l'arrière. Bon, ça, c'est pour occuper les passagers arrière. D'ailleurs, les sièges sont faits par Faurecia. Les sièges rotatifs, ils ont été créés par le français Faurecia. Et pourquoi je voulais vous faire un commentaire là-dessus? J'ai déjà oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, je fais un shutdown, comme on dit dans les présentations. Mais en gros, ils ont vraiment pensé à tout. C'est très marrant de voir ce niveau de réflexion. Et surtout, oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans les spécifications du véhicule, ils ont prévu une antenne sur le toit pour la 5G et qui est calibrée pour 10 gigabits par seconde. Là, vous dites 10 gigabits par seconde, c'est quand même pas mal. Hein. Déjà, si on avait 100 mégabits en mobile, on serait content aujourd'hui. Hein. Et donc, ils anticipent vraiment un futur où, finalement, quand on rentrera dans un véhicule qu'on a loué, dans un service comme Uber du futur, eh bien, tous les éléments de personnalisation des écrans viendront du cloud et de la 5G et alimenteront le véhicule. Et donc, ils imaginent ça très très tôt en termes de plateforme de service. Alors, il y a d'autres véhicules qu'on peut voir au CES. Dans les exotiques, il y avait Toyota qui sortait sa e-palette. Là. En fait, c'est un véhicule autonome, mais qui est une épicerie roulante. Donc, vous savez, pour éviter la désertification des campagnes, au lieu d'avoir la camionnette Citroën comme on avait il y a 45 ans, on aura le e-palette qui va livrer les tomates et les salades ou les chaussures.
Bon, c'est une vision un peu idyllique du monde du futur, avant même que les véhicules fonctionnent vraiment bien. Mais c'est intéressant de voir le genre de démarches qui peuvent exister. Alors on a Navia qui était présent, le français, le lyonnais, qui exposait ses véhicules, qui les expérimentait dans des rues, dans Fremont Street au nord de la ville. Et quelques approches originales chez les constructeurs automobiles, parce qu'en fait, avec l'avènement futur des véhicules autonomes, les constructeurs se posent des questions sur le futur de leur métier. Ils se demandent, est-ce qu'ils vont être obligés de devenir un opérateur de service? Est-ce que du fait que les véhicules seront peut-être moins possédés par les foyers et plus loués ou utilisés comme service, dans le scénario que j'évoquais avant, comment ils vont devoir changer leur métier, faire évoluer leur métier? Alors, celui qui était le plus original et le plus avancé dans la réflexion, c'était Ford, qui parlait quasiment pas de voiture sur son stand et dans son keynote, et qui expliquait qu'à terme, il deviendra un opérateur du cloud qui créera des services de partage de véhicules, en fait, qui va gérer des flottes de véhicules en partenariat éventuellement avec des services de livraison et d'autres services dans la Smart City, et en même temps, ils vont s'intégrer au service de la Smart City, pour faire en sorte qu'en tant que constructeur, il soit un acteur de la Smart City et finalement un prestataire, un opérateur de service pour la Smart City. C'était leur positionnement sur le salon. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si un constructeur, de manière isolée, peut prétendre faire ça. Je crois beaucoup plus moi, au rôle des plateformes, multi-constructeurs ou multi-acteurs. Et puis, il y avait un troisième larron. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, parce que ça, c'est un truc niveau fumage de moquette de Nissan, qui consiste à mettre un casque d'électroencéphalogramme sur votre tête, qui va détecter vos intentions musculaires. Vous dites, vous voulez accélérer, tourner le volant, et qui va faire réagir le véhicule plus vite que vos propres mains et vos propres pieds. Donc c'est de la conduite assistée. C'est toujours l'homme qui pilote la voiture, mais l'ordinateur, via la captation des ondes, est capable de réagir plus vite. Alors ça peut servir dans le cas des accidents. Parce que nous, en général, on a un temps de réaction qui est de l'ordre de, je ne sais plus combien, un tiers de seconde, entre ce qu'on voit, notre cerveau et puis la capacité à faire bouger nos muscles. Et là, ça permettrait au véhicule de réagir beaucoup plus vite. Puis il y a un troisième larron qu'il faut citer, c'est Beidou, qui est quand même le Google chinois, qui était présent avec un stand sur le CES pour présenter la troisième version de son système d'exploitation pour véhicules, qui s'appelle Apollo, donc Apollo 2.0, qui est la troisième mouture, parce qu'ils ont fait une 1.2, puis une 2.0. Et ça, c'est l'OS pour la voiture qui gère la conduite autonome. Et là, ils sont en train de out-googliser Google, pour utiliser un néologisme un peu affreux. C'est-à-dire qu'ils ont une plateforme, et ils sont partenaires de tout un tas de constructeurs et d'équipementiers, et Google est encore à jouer au billes avec Waymo et une filiale qui veut faire des voitures, alors que Beidou a déjà une plateforme pour les voitures. Donc ça, c'est très intéressant de les comparer tous les deux. Alors derrière, il y a une bataille sur les composants. Ça, c'est le nombre de sociétés présentes au CES qui présentaient des capteurs pour voir en 3D autour du véhicule. Vous avez les anciens lidars rotatifs mécaniques qui coûtent les yeux de la tête. Vous avez des lidars qui sont à base de composants électroniques ou d'optronique qui coûtent moins cher à fabriquer. Donc là, on est à 3 000 €. Là, on est plutôt à 100 à 200 $ en théorie. Et là, vous avez carrément d'autres concurrents qui font ce qu'on appelle des radars haute résolution, qui concurrencent en fait les lidars. Dans la réalité, en général, dans un véhicule, il faut de tout. Il faut des capteurs ultrasons, il faut des capteurs de type radar, il faut des lidars et il faut des caméras classiques. Et d'ailleurs, les constructeurs peuvent choisir de combiner ces trois-là. Et là, en fait, on a un spectre fonctionnel. Vous voyez, personne n'est capable de faire un rond parfait, la rosace parfaite. Par contre, si vous additionnez celui-là, celui-là et celui-là, vous avez presque un rond parfait. C'est ce que fait Tesla. Tesla a choisi d'avoir les trois qui sont là, mais pas de lidar. Ford, Navia et les autres mettent des lidars pour être sûr de bien couvrir les choses. Alors pourquoi le lidar n'est pas parfait? C'est que le lidar... attendez. Il y en a qui fonctionnent bien dans le noir et d'autres pas dans le noir. Vous mettez une caméra et ne voit pas dans le noir, même en infrarouge. Vous voyez de l'infrarouge. Un radar voit dans le noir et un radar voit au travers des gouttes d'eau. Un lidar a plus de mal au travers du brouillard et au travers des gouttes d'eau, de la pluie. Donc en fait, on est obligé de combiner toutes ces techniques-là pour bien voir ce qu'il y a autour du véhicule en tout temps et toutes conditions. Donc c'est compliqué. Apollo, j'en ai parlé, donc je zappe. Ça, c'est quand même intéressant, c'est les partenaires d'Apollo. Et la moitié des logos qui sont là sont des entreprises européennes ou américaines. Il y en a un bout qui est chinois, mais un bout qui est occidental. Autre chose très étonnante au CES, c'est les drones. Alors, on pouvait voir un drone de passagers décoller dans le keynote d'Intel. Vous allez voir la démo. Mais il est sans passagers là, dans la démo. Ça, c'est dans un théâtre à Las Vegas. Hein. Bon. Alors, il paraît qu'il va être déployé à Dubaï pour transporter des passagers.
genre aéroport, ville, ville-aéroport. Je ne serai peut-être pas le premier qui montera dedans, mais ils ont prévu un parachute au cas où. C'est vrai, hein, il y a un parachute dans l'hélicoptère. Et il est censé avoir, je ne sais plus si c'est 15 minutes ou une demi-heure d'autonomie. Vous avez d'autres solutions qui n'étaient pas présentées au CES, comme Lilium, que j'aime bien. C'est un projet allemand qui a levé 90 millions d'euros et qui est un avion à géométrie variable qui décolle verticalement en envoyant l'air vers le bas. C'est électrique tout ça, hein, en envoyant l'air vers le bas et qui après fait pivoter ses moteurs pour bénéficier de la portance de l'aile et d'avancer grâce au moteur. Et ça marche. Voilà. Plus tard, vous aurez Hyperloop. Il y a même des variantes d'Hyperloop. Alors, il y avait même un Hyperloop exposé parce que IR est partenaire de Hyperloop. Et vous avez Arrivo, qui est une start-up qui n'exposait pas sur le CES, mais je vous montre quand même leur plan. Comme quoi, il y a des entrepreneurs américains qui rêvent pas mal. Alors, vous voyez la vidéo, vous ne comprenez pas comment ça marche, mais ça va très vite. Voilà. Alors maintenant, la Smart City. Je pense que Philippe en parlera beaucoup mieux que moi, mais je vais vous dire, donner 2 ou 3 mots avant de rendre le micro. En fait, quand on visite la Smart City au CES, on a droit à une Smart City en pièces détachées. C'est-à-dire qu'on peut voir des solutions pour le transport, des véhicules autonomes. Il y a plein de startups françaises qui présentaient des systèmes de partage de véhicules ou de parking. Vous avez plein de boîtes qui travaillent sur la qualité de l'air. Tout est en pièces détachées. Et en fait, on se rend compte que la Smart City, c'est d'abord une question de système. C'est-à-dire que pour avoir une vraie ville intelligente, il ne suffit pas de mettre un capteur de qualité de l'air ou un véhicule autonome. Il faut avoir un système complexe qui intègre un grand nombre d'acteurs industriels, de prestataires de services, les pouvoirs publics. Et il faut avoir une approche globale. D'ailleurs, l'un des exposants les plus mauvais, mais les plus importants de la zone Smart City du CES, c'est Deloitte. Parce que Deloitte, c'est une boîte de conseil. Leur stand était pourri, il n'y avait rien à voir. Mais ils jouent un rôle important parce que ce sont des intégrateurs, ce sont des gens qui doivent aider en théorie les industriels et les pouvoirs publics à avoir une vision d'ensemble du type de projet qu'on peut mener. Alors après, derrière, on peut voir en pièces détachées des techniques. J'ai parlé tout à l'heure de qui de Transdev, ils avaient un stand. Vous avez Ujet qui fait des petites motos électriques. Vous avez Ford qui fait un camion, enfin un van pour les policiers. Navia qui fait ses démos. Vous avez rien que chez les Français une tripatouillée de start-up qui font du partage de tout ce que vous voulez, de vélos, de parking ou de véhicules. Aussi des solutions pour les transports en commun qui permettent de gérer le ticketing pour les transports en commun. Tout ça, c'est la Smart City en pièces détachées. Donc c'est avec des acteurs comme vous et d'autres grands industriels qu'on va pouvoir raccommoder les morceaux et mettre en place des solutions correctes. Je ne sais pas si j'ai du temps, pas beaucoup, mais je vais vous parler un peu d'objets connectés. L'une des vagues technologiques émergentes, ce n'est pas simplement la commande vocale. La commande vocale, c'est important parce que la commande vocale, ça va devenir le point de fédération du déploiement des objets connectés dans la maison. Jusqu'à présent, les objets connectés dans la maison, ils avaient du mal à être déployés parce qu'il n'y avait pas de standard. C'était dur de les connecter les uns aux autres. Ou alors, on prenait tout dans la même marque. Tout chez Samsung, tout chez Netatmo ou tout chez un autre acteur. La commande vocale, donc on a compris Amazon ou Google, elle va devenir finalement un point de fédération de tous les objets. On parle à Alexa ou on parle à Google Assistant et il va être capable après de parler aux différents objets avec lesquels il est compatible. 15 000 applications qui sont compatibles déjà avec Alexa, qui mélangent du hardware et du software. Mais je pense que le deuxième élément qui va émerger, et il y a une start-up française qui me semble très intéressante à suivre de ce point de vue-là, qui est WinAI, qui est basée à Grenoble. C'est une start-up qui se propose de créer une sorte de système d'exploitation qui va être capable de gérer l'ensemble des objets de la maison et de deviner les besoins du consommateur en fonction de ses habitudes. Donc on va probablement avoir un jour, et pas forcément avec WinAI, la combinaison de la commande vocale où vous rentrez chez vous, vous dites « allume ceci, éteins cela, ferme ceci », et de systèmes à base d'intelligence artificielle qui vont voir que tous les jours vous demandez la même chose et vous le faire sans que vous ayez à le demander. Donc il va y avoir une combinaison de la commande vocale et d'une intelligence qui va tenir compte de vos habitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est balbutiant. On n'y est pas encore, mais ça va probablement arriver. Alors au CES, il y avait plein de solutions. Vous avez des senior tech, des food tech, des baby tech, des femme tech, des solutions pour les femmes. Il y a des solutions spécialisées pour les femmes, de la sécurité, de la beauté. Et à chaque domaine, pour chaque domaine, vous avez une 50aine de boîtes minimum. Vous avez même des sleep tech. Comment bien dormir? Donc là, je peux vous en parler 2 heures, j'ai plein d'exemples. Vous avez même le airbag pour seniors. Ça, c'est une boîte française qui le fait, Hip Air. C'est un airbag pour les hanches,
pour les personnes qui ont du mal à marcher, vous voulez éviter qu'elles se cassent la hanche quand elles sont dans le jardin, vous leur mettez un airbag et ça permet donc d'être sécurisé. Vous avez ça qui est un truc extraordinaire, j'aime bien vous en parler, ça fait partie du bêtisier du CES. C'est une boîte qui propose une gamelle qui pèse la nourriture que mangent les chiens et les chats, qui est couplée à un collier que vous mettez au cou de votre animal préféré et qui mesure l'activité physique de votre chien et votre chat, qui mesure ce que le chien et le chat mangent et qui, basé sur un algorithme utilisant de l'intelligence artificielle, vous propose de vous livrer à la maison toutes les semaines des croquettes qui sont faites sur mesure en fonction des paramètres de votre chien et votre chat, qui sont peut-être achetées chez Walmart à 1 € le kilo, mais là, c'est le top du top de la personnalisation. C'est la croquette sur mesure à base d'IA quand même, hein, et ça existe. Hein. Et après, vous avez plein d'écrans. On en voit beaucoup au CES, des écrans de toutes les tailles. Vous avez par exemple Samsung qui présentait un écran de 4 mètres de diagonale avec une nouvelle technologie qui s'appelle micro OLED. Vous avez LG, je ne sais pas si j'ai la vidéo, je ne crois pas que j'ai la vidéo là, mais qui vous propose une télé qui n'est pas vendue encore, hein, c'est 2019. C'est une télé qui se déroule par le bas, comme ça. Elle s'enroule, elle se déroule. C'est le genre de prototype qu'on voit régulièrement sur le salon, mais qui n'est pas forcément fait pour arriver dans votre maison tout de suite et maintenant. Et je termine avec un point qui n'était pas très visible sur le salon, mais qui est extrêmement important dans l'univers des objets connectés. Il faut toujours revenir aux technologies de base pour comprendre comment ce marché peut évoluer. Le gros problème des objets connectés, c'est quand vous en mettez partout, que ce soit dans les infrastructures ou chez vous à la maison, eh bien, il faut les alimenter. Et si vous mettez des piles ou des batteries, il faut une source d'énergie et c'est pas facile à gérer. J'ai un copain qui s'appelle Bruno de la Tour, vous connaissez peut-être, qui est l'éditeur de Dominic News. Il a créé une maison connectée en Normandie que j'ai visitée il y a 1 an et demi. Et dans sa maison, il y en a qui sourient, vous connaissez la maison de Bruno? Alors c'est une maison où il a tout mis. Il a mis du Velux, il a mis des objets connectés partout dans la maison. Et à la fin, il y a aussi la commande vocale. Et il nous explique à la fin, oui, mais en fait, j'ai 200 piles dans la maison. Donc tout le temps, tous les jours, je change une pile, quoi. Donc ça devient invivable. Et donc l'un des enjeux de l'industrie, c'est de créer des composants qui, d'un côté, consomment moins d'énergie pour faire tourner les capteurs et les télécoms des objets connectés, et de l'autre, qui sont capables de récolter l'énergie ambiante. Qu'il s'agisse d'énergie thermique, d'énergie mécanique, d'énergie issue de la lumière ou d'énergie issue des ondes électromagnétiques. Alors, selon le type d'énergie qu'on va récolter, le niveau ne va pas être le même. Certains composants consomment plus que d'autres, mais ça, c'est une grosse mobilisation de l'écosystème. Mais là, on est au niveau des composants, on n'est pas au niveau du produit fini. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut observer de très près, qu'on ne voit pas forcément en visitant les allées du CES. Il faut plutôt lire mon rapport et creuser les sociétés spécialisées dans le domaine, parce qu'elles vont fournir des solutions techniques qui, dans les 5 ans qui viennent, c'est un peu la roadmap qu'on a sous les yeux, vont vous permettre d'imaginer des solutions qui sont indépendantes du point de vue énergétique, qui consomment peu, et qui donc vous permettent plus facilement d'imaginer le déploiement d'objets connectés à grande échelle, alors qu'aujourd'hui, on est un petit peu coincé aux entournures pour cette raison-là. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le CES en peu de temps, parce que d'habitude, j'ai 3 heures pour raconter tout ce qu'il y a au CES. Et je crois qu'on va discuter avec vous sous forme de questions, mais après l'intervention de Philippe, hein, si je ne m'abuse. N'est-ce pas, Philippe? Et on va switcher. Alors, on est obligé de faire une manipulation. Pendant ce temps-là, je vais détourner l'attention de tout le monde. Merci, Olivier. J'avoue que tu es probablement celui grâce auquel j'avais pu éviter d'aller au CES depuis 10 ans. Et du coup, quand j'y suis retourné, à la demande de plusieurs divisions de Vinci, on a du coup décidé de monter une Learning Expedition, puisque c'est un des rôles de Léonard que d'assurer la transversalité et le dialogue entre tous les métiers du groupe, à partir du moment où ça a du sens pour eux, merci. Eh bien, donc j'y suis retourné. Et ce qui m'a frappé par-dessus tout, ça a été la taille et la proportion absolument gigantesque que tout ça avait pris, ce qui rend d'autant plus nécessaire le fait non seulement de lire ce qu'écrit Olivier, mais de l'écouter, parce que si vous ne vous préparez pas à travailler sur des thématiques très précises, ou si vous ne savez pas ce que vous cherchez, c'est même pas la peine d'envisager d'y aller, parce que vous pouvez juste réussir une chose, c'est à vous perdre dans le dédale des offres, dans le dédale des stands, dans tout ce qui n'est pas sur le salon mais à côté,
Et si en plus vous vous organisez très très mal dans les trajets ou les déplacements que vous faites d'une visite à l'autre et que vous commencez à trianguler, là vous êtes garanti de faire 50 km par jour. Donc assez rapidement ça se transforme en ultra trail. Et donc on y est allé, on était une dizaine d'à peu près tous les métiers du groupe et on y allait comme souvent dans ce genre d'expédition, autant pour ce qu'on espérait y trouver que pour nous-mêmes. C'est-à-dire le fait que ce genre d'expédition vous soude systématiquement le groupe qui l'effectue. On a effectivement vu trois domaines particuliers. Bon, la thématique de la Smart City, elle était intéressante, elle était sympathique, mais force est de constater qu'à mon avis, le jour où on est capable en Europe de faire un salon sur la Smart City, on aura autrement plus de choses et de choses plus avancées à montrer qu'une collection de gadgets grand public avec de l'intelligence artificielle dedans. Je caricature exprès, mais on a une avance en Europe qu'on oublie un petit peu en matière d'efficacité énergétique, en matière d'architecture de systèmes distribués à l'échelle de plusieurs bâtiments ou d'un quartier. On a sur tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, de l'optimisation de la consommation d'énergie, du remploi de matériaux, etc. On est à des années-lumière. Et il suffit de comparer tout simplement une ville comme Paris à cette heure-ci de la journée, ou même un peu plus tard, et une ville comme Las Vegas, et regarder le taux de luminosité et le taux d'extinction des immeubles pour comprendre que la notion de consommation énergétique n'est absolument pas la même de part et d'autre de l'Atlantique. Je n'irai pas plus loin dans le propos, mais vous imaginez un peu jusqu'où ça peut nous emmener. Donc on a vu le sujet à la fois de la Smart Home, qui est un domaine pour nous, mais aussi le sujet des ensembles. On a vu et on s'est intéressé et on s'est concentré sur le sujet de la mobilité connectée, de la mobilité autonome. Et puis, mais ça, je serai plus bref là-dessus, les enjeux de la transformation industrielle, puisque la plupart de nos métiers, notamment nos métiers de construction, mais aussi nos métiers d'exploitation de flux, vont être affectés et impactés dans les années qui viennent par l'automatisation de ces process. Je vais être très très rapide parce que je pense qu'Olivier vous a quasiment tout dit. Les assistants vocaux sont un domaine intéressant, surtout pour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réellement essayé de parler à leur assistant vocal? Est-ce qu'il y en a qui en ont chez eux? Bon, vous pouvez assumer, hein, n'hésitez pas. Non, oui, en dehors de Siri. Non, alors, on fera ça après. Est-ce qu'il y en a qui ont un Amazon Echo ou un Google Home ou les deux? Voilà. Bon, et est-ce qu'il y en a qui, de temps en temps, parlent à leur smartphone, que ce soit un Android ou que ce soit un Apple, enfin que ce soit un iPhone? Bon. Combien parmi tous ceux qui ont levé la main s'énervent assez régulièrement en ayant l'impression qu'ils sont fondamentalement incompris? Voilà. Bon, ça montre qu'il y a encore un peu de boulot. Sur l'intérieur, donc il y avait des sujets d'efficacité énergétique, mais sur lesquels, encore une fois, les exposants américains étaient très en retard. Ce sont les Français qui venaient exposer pour des Français qui les visitaient, qui avaient le plus de choses à montrer. Et puis on a vu aussi, Olivier en a parlé un petit peu, des capteurs qui permettent d'optimiser le fonctionnement du bâtiment. Sur la domotique et sur l'interopérabilité, je pense que c'est intéressant d'avoir une petite perspective de date. Le rachat de Nest en 2013, qui défraie la chronique puisqu'il se fait pour un montant de mémoire de 3,2 milliards de dollars, signe le début d'une tentative de prise en main verticale de tout ce qui se passe à la maison par un seul géant, et en l'occurrence par Google, avec une capacité à écouter, percevoir ce qui se passe chez vous, qui dépasse de très très loin le réglage de la température. Et puis, on voit réapparaître des standards dont certains très très anciens. Zigbee, c'est quelque chose qui existe depuis que je suis bébé ingénieur, ou presque. C'est quelque chose dont on parle. Moi, j'ai personnellement jamais vu un produit Zigbee, mais ou alors c'est un peu comme ST, ils sont planqués et on les voit pas. Mais voilà. Alors, oui, donc, je te remercie, Mathieu. Mais donc, voilà. Donc il en existe. C'est bien. Mais non, ce qui est étonnant, c'est que voilà quelque chose qui est présenté comme un standard depuis 15 ans, qui est probablement un standard, mais enfin, en tout cas, dans l'adoption, n'a pas été aussi universel que d'autres standards. Et donc là, on a vu des alliances commencer à se mettre en place.
On a vu des tentatives over the top de tout contrôler, je pense à IFTTT, parce que le jeu, c'est toujours de se mettre entre le consommateur final et ceux qui sont en aval pour essayer de capturer le maximum de l'interaction. C'est exactement pour ça, d'ailleurs, que les assistants vocaux domestiques sont poussés. Et puis là, on a vu avec les alliances, avec sur le stand Legrand et Somfy, on a vu enfin apparaître l'Open Connectivity Foundation qui regroupe deux grands standards en compétition et qui va essayer de mettre en accord et de permettre l'interopérabilité de systèmes hétérogènes. Ça, je vais être assez rapide là-dessus, mais c'est en complément de ce que des chipsets que décrivait Olivier, la tentative de pouvoir utiliser la lumière ou l'infrarouge pour faire de la recharge avec des distances assez courtes, de l'ordre de 1 mètre. Donc c'est un tout petit peu moins contraignant que la recharge par induction, puisque vous n'avez pas besoin de vérifier si votre téléphone est correctement posé. La question de l'impact sur le bronzage des mains des utilisateurs est encore inconnue à ce jour. Vous avez aussi des débuts d'optimisation de la consommation électrique avec l'idée de décaler l'accumulation d'énergie électrique aux heures creuses, de la restituer dans la journée au moment où c'est nécessaire et de la restituer de manière intelligente en fonction du nombre d'occupants qui sont détectés dans la pièce, de manière à adapter la production de chaleur aux besoins ou au plus proche du besoin. La promesse, c'est de diviser quand même une facture d'électricité à peu près par 2, avec un retour sur investissement qui est quand même de 4 à 5 ans, puisqu'il faut payer le surcoût, non seulement de l'intelligence du radiateur, mais de la batterie que vous y rajoutez. Vaillard, on en a parlé, Olivier l'a mentionné dans les radars à précision ultra haute. On a vu quelques démonstrations très impressionnantes. En gros, Vaillard, ça vous permet de faire deux choses. Ça vous permet, à partir d'un composant qui est extrêmement discret ou qui peut être quasiment invisible, d'une part de détecter le nombre de personnes qui sont dans une pièce, donc d'avoir une vision assez fine du taux d'occupation d'une pièce. Ça vous permet également de voir à travers les murs et de savoir, quand vous êtes très très mauvais bricoleur, ce qui est mon cas, où exactement il faut faire un trou dans la cloison pour arriver derrière dans la boîte électrique ou à l'endroit où il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Donc ça vous permet à la fois de traverser les murs, ça peut changer de manière assez intéressante les questions de maintenance et d'entretien, et ça vous permet également d'avoir une intelligence, entre guillemets, une capacité de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce. Seul petit problème, c'est que ça reste encore assez cher. Sur la Smart City et sur Ford, on en a déjà parlé, je ne vais pas vous affamer plus que ça. Mais c'était quand même dans Ford, il y a quand même un exemple, un point moi, qui m'a frappé, peut-être même deux. Le premier, c'est que le stand utilisait un des plus beaux écrans du CES. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Olivier, mais en termes de taille, oui, oui, je parle juste en termes d'empilage, de nombre d'écrans et de proportions, ça atteignait... moi, ça m'a impressionné en tout cas, mais c'est peut-être parce que je n'y suis pas allé depuis 10 ans. Ça doit être ça. Et l'autre exemple qu'ils utilisaient, combien d'entre vous ont lu le roman Snow Crash? Ah, quand même. Bon, alors donc il y en a un qui se souvient du Deliverator. Et donc là, il y avait sur le stand de Ford la voiture du Deliverator qui vous livre les pizzas en direct, sauf qu'elle était autonome. Et donc vous aviez le premier livreur de pizza, sans livreur de pizza. Je trouvais que l'exemple était assez bien choisi. Je vais passer sur la cartographie en vous disant simplement qu'on est en train de voir les systèmes de cartographie entrer à l'intérieur des bâtiments, atteindre des degrés de précision inégalés, que ce soit à des fins commerciales, à des fins d'entretien, à des fins de guidage. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans des environnements ou dans des bureaux qui continuent à ressembler à des labyrinthes, même au bout de 6 à 8 mois. Peut-être certains d'entre vous ont des visiteurs qui se perdent systématiquement et que vous êtes obligé d'aller chercher à la main parce qu'ils n'arrivent jamais à votre bureau ou jamais dans la salle de réunion. Il y a des systèmes qui vous promettent de guider vos visiteurs, y compris jusqu'aux toilettes les plus proches. Here, c'est intéressant parce que c'est le énième avatar ou c'est la énième résurgence d'un vieux projet, puisque Here, c'est l'histoire de la catastrophe du rachat de Navtech par Nokia. Nokia rachète Navtech en 2000 combien? Aide-moi, Olivier.
début des années 2000, on va dire ça comme ça se compte en plusieurs milliards de dollars. Et assez rapidement après, Nokia commence. Mais ça doit être en 2005 ou en 2006, puisque la dégringolade de Nokia, c'est au moment de Waze. Donc, bon, alors Waze. Je suis sûr que c'est avant. C'est pas un mouvement désespéré de Nokia, c'est au contraire le moment où Nokia essaie de démontrer, de manifester sa puissance. Et donc, pour moi, on doit être en 2007, voire 2008, mais pas tellement après. Enfin bon, bref, on va pas faire d'histoire de papy, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que 2011, bon, alors c'est moi qui commence à débloquer complètement. Par Nokia. C'est ça, voilà. Merci, c'est ça. C'est au moment où Apple lance l'iPhone et où Nokia, de toute sa hauteur, dit attendez, arrêtez. Enfin, c'est pas sérieux. C'est un métier de fabriquer les téléphones mobiles. Il nous a fallu 15 ans avant de maîtriser le sujet. C'est pas un constructeur d'électronique grand public qui va. Et puis d'ailleurs, regardez, ils n'ont rien compris. Le marché du téléphone mobile, ça doit être segmenté. Il faut un format d'écran et de clavier pour chaque type d'utilisateur. Ce n'est pas avec un seul produit, un seul modèle, un seul facteur de forme qu'ils arriveront à quoi que ce soit. Ils en ont perdu jusqu'à leur nom en 6 ou 7 ans. Et donc le rachat de Navtech, c'est juste avant. Et donc du coup, pour revendre les bijoux de famille, pour essayer de se recentrer sur un métier, Nokia a revendu Navtech, qui s'était déjà appelé HERE, je crois, qu'ils avaient déjà rebaptisé, et l'ont vendu à un consortium de constructeurs automobiles allemands. Ce qui montre que vous avez des acteurs dans le domaine du véhicule connecté, du véhicule autonome, qui prennent extrêmement au sérieux la question de la cartographie, à la fois en tant que service à rendre à l'utilisateur, à la fois en tant qu'interface privilégiée et centrale dans le système d'entertainment, et à la fois comme moyen d'accroître la connaissance que le véhicule a de son environnement, puisque dans les débats récents sur la valorisation d'un Tesla, par exemple, on s'aperçoit que le critère du nombre de milliards de kilomètres qui ont été effectués par la flotte de vos véhicules commence à peser de manière pas totalement négligeable sur votre cours de bourse. Autrement dit, la capacité que vous avez à vous voir comme un opérateur de flotte et non plus uniquement comme un vendeur de boîtes en acier avec des pneus et des moteurs commence à faire la différence. Et pour ça, vous avez besoin d'un système de cartographie. Et si vous mettez en commun vos moyens, vous pouvez, en tant qu'industrie automobile, ou en tout cas en tant que secteur industriel, rattraper d'une certaine manière le retard que vous avez. Capteur de la qualité de l'air, simplement c'est pour vous signaler que Plume Labs a de la concurrence, ce qui est plutôt sain. Sur la mobilité connectée autonome, on en a beaucoup parlé. La seule chose sur laquelle moi j'ai été très très frappé, c'est que les constructeurs français étaient quasiment absents, que les équipementiers français l'étaient déjà nettement plus, et que ça dit énormément de choses sur la manière dont le marché a bougé. Il y a un lien de plus en plus évident entre le véhicule autonome ou la prochaine génération de véhicules et le véhicule électrique. Ce lien rebat complètement les cartes, puisque vous passez d'un métier ou d'une activité dans lequel le constructeur automobile était intégrateur. Il y a une quinzaine d'années, la fonction reine chez un constructeur automobile, c'était les achats. C'était la filière d'excellence, parce que c'était par là que vous arriviez à contenir le coût de production de vos véhicules et à défendre votre marge. La seule chose qui restait internalisée, c'était le moteur, parce que le moteur thermique, c'est quelque chose de fondamental, que c'est un vrai métier, ça, monsieur, qu'il a fallu des dizaines d'années. Enfin, toute ressemblance avec Nokia serait totalement fortuite. Et puis parce que le moteur thermique, c'est objectivement très compliqué. Il y a 1 millier de pièces, je crois, c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est compliqué à concevoir, à fabriquer, à déployer en grande série, à maintenir, etc. Moteur électrique, je ne sais plus combien il y a de pièces dans un moteur électrique, mais enfin, ça doit être entre 2 et 10. Il y a un rotor, un stator. Enfin, vous avez la complexité du moteur en lui-même devient absolument ridicule. Donc vous battre sur la différenciation sur le moteur devient difficile, pour ne pas dire compliqué. Et subitement, vous vous apercevez qu'une partie de ce que vous aviez laissé aux équipementiers pourrait redevenir utile, et notamment tout ce qui touche à l'électronique complexe, et tout ce qui touche à ce qui fait tourner l'électronique, qui est le logiciel. Tesla a rappelé, dans son aventure jusqu'ici, qu'un des composants absolument critiques du véhicule autonome ou électrique, c'est son operating system.
Donc il faut maîtriser l'OS de la voiture et encore une fois déployer la voiture comme une flotte, ce qui est difficile à faire quand vous avez tout laissé à vos équipementiers. Et donc en tout cas moi j'ai été très très impressionné par la visite du stand de Valeo, dont je ne savais pas qu'il fabriquait des centaines de milliers, voire des millions de capteurs, des centaines de milliers, voire des millions de composants électroniques, de caméras. Voilà. Valeo est un fabricant de caméras à très très grande échelle, personne ne le sait. Et un peu comme ST, ces technologies sont présentes dans de plus en plus de sous-systèmes et donc de véhicules. Et l'intelligence liée à ces technologies est totalement maîtrisée par Valeo. Oui, on est à 15 millions de caméras par an. Si vous voulez les ordres de grandeur, c'est 500 000 capteurs ultrasons, 15 millions de caméras par an. Voilà, moi j'en avais absolument pas la représentation. Ça, c'est le système de recharge intelligent dont parlait Olivier tout à l'heure. Chronocam, qui a une approche, je ne sais pas si tu les as vus, qui est une approche assez intéressante, qui consiste à se dire qu'on peut diminuer très très singulièrement la puissance de calcul nécessaire pour faire de l'analyse dans le capteur, en reproduisant des mécanismes liés à la vision, enfin simulant la vision humaine, plutôt que d'accumuler des quantités de données absolument phénoménales et de les faire traiter, soit par un processeur extrêmement puissant qui est à bord de la voiture, soit d'en renvoyer une partie dans le cloud, histoire d'affiner la compréhension qu'on a de l'environnement. Cognata, Harman, Shield. Harman, si on va juste en parler 2 secondes, est-ce que Harman, ça vous dit quelque chose, non? Harman Kardon, non ça, oui. Comme point d'entrée ou point de contrôle, souvent c'est la même chose, dans le véhicule autonome. Et là, à nouveau, on retrouve la tentative de se mettre entre... Oui, c'est bon. De s'interposer entre l'utilisateur et les systèmes dont il se sert. Et l'entertainment est un moyen de le faire, puisque l'entertainment, c'est une interface que vous pilotez soit à la voix, soit au doigt, et qui vous affiche de l'information. Et donc, c'est un très bon moyen de prendre la main sur la relation avec l'utilisateur. Samsung y a ajouté, dans le cas de Harman, une dimension très particulière, qui est la protection et la sécurité du véhicule. Hein, puisque vous savez qu'un des scénarios catastrophes les plus intéressants aujourd'hui, si vous voulez vraiment nuire à une grande partie de la population, consiste à essayer de hacker une flotte de véhicules connectés et à simplement mettre en route la climatisation à 5 h du matin pour garantir le fait qu'à 7h30, quand les propriétaires veulent prendre leur voiture, la batterie est totalement à plat. Ça, c'est des scénarios qui sont étudiés aujourd'hui et contre lesquels on commence à s'apercevoir qu'il faut se protéger. Je vous rappelle que l'année dernière, Volkswagen a fini par avouer que 20 millions de leurs clips de sécurité étaient compromis. Et on trouve aujourd'hui sur Internet des kits qui vous permettent pour une dizaine de dollars d'attaquer n'importe quel clip radio d'une voiture un petit peu ancienne, parce que quand ils ont été conçus, grâce aux acheteurs, le surdimensionnement de l'électronique et de la cryptographie dans la clé n'avait pas été envisagé. Et quand vous fabriquez des véhicules qui durent, et dont la durée de vie est de 10, 12, parfois 15 ans, la loi de Moore vous rattrape et vous ne l'aviez pas prévu. La transformation industrielle du travail, je vais passer très vite là-dessus parce que vous devez crever de faim. Il y a une démarche très intéressante de la part de Bosch qui consiste à moderniser l'usage de machines-outils existantes et donc à rajouter des modules d'intelligence sur des équipements existants, puisque ce sont des équipements dont les cycles de vie sont plutôt très longs. Vous avez tout ce qui permet sur le chantier, et ça évidemment ça nous intéresse, d'organiser les communications de manière à la fois très, très simple, très confortable et très sécurisée entre les différents acteurs du chantier, y compris pour piloter certains systèmes. Vous avez de la même manière des moyens de commander des instruments, des outils ou des engins de chantier avec des gestes simples et en prenant le moins de risques possible. Vous avez la possibilité d'utiliser votre œil et votre regard comme une souris pour commander certains systèmes. Donc on est vraiment sur ces enjeux-là. Vous avez le géofencing, et ceci n'est pas un clin d'œil au logiciel VLC
qu'utilisait Olivier tout à l'heure, mais vous avez le géofencing de certaines zones de manière à assurer la sécurité des gens qui travaillent sur le chantier. Et vous avez enfin des drones, on en a vu plein et on en voit toujours plein, mais là des drones qui commencent à être capables de se repérer en intérieur et d'être utilisés pour des fonctions non pas de surveillance générique, mais de contrôle de stock dans les entrepôts. On va passer maintenant à la phase des questions. Si vous en avez ou pour Olivier ou pour moi, je vous remercie de votre patience et de votre attention. J'ai un petit check sur un de tes slides. Renault était présent. Renault était présent avec 2 stands énormes. Il y en a un, il s'appelle Nissan et l'autre s'appelle Mitsubishi. Alors pourquoi Renault n'est pas présent sous la... Mais le stand Nissan était labellisé Renault-Nissan en logo. Et pourquoi ils ne sont pas présents sous la marque Renault? Parce qu'ils ne vendent pas de voitures aux États-Unis. Donc ils sont présents avec les marques qu'ils vendent aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que 68% des visiteurs sont américains sur ce salon. Donc ça explique un peu le... Par contre PSA, alors eux, ils sont effectivement... ils étaient quand même présents, ils étaient sponsors du village Île-de-France, je me rappelle bien. Oui. Oui. Et Michelin avait des pneus sur des voitures un peu partout. Voilà. Et un vélo. Ça c'est normal. Et deux, que la Learning Expedition que vous avez montée était axée sur un certain et un petit nombre de sujets. Et que, 3, on ne peut pas tout voir au CES. Parce que c'est juste humainement, organisationnellement impossible. Bah, si je le fais moi. Voilà, mais il faut s'organiser pour arriver à faire ça. Le problème c'est que je le fais en mode Woody Woodpecker. Je fais toutes les allées vite avec un appareil photo. J'essaie de rien louper. C'est comme ça que ça marche. Non mais quand tu te poses comme vous le faites en visite, avec discussion avec un certain nombre de stands sélectionnés, oui, tu n'as pas le temps de visiter le salon en entier, c'est pas possible. Question? Pas possible qu'il n'y en ait pas. Bonjour. Bonjour. 2 questions. La première, c'est concernant, tout à l'heure, il y avait vous parliez des objets connectés sur les voitures. Est-ce que vous avez des informations concernant le positionnement des assureurs par rapport à la voiture connectée en cas d'accident? Et donc, comment se rapporter ou qui portera le risque lié à un incident potentiel, si c'est celui lié à l'intelligence artificielle, à l'objet connecté, donc à ses résultats, ou à celui de l'usager? Ça, c'est la première question. Je vais répondre dans l'ordre parce qu'après, on va les oublier. Tu veux répondre à celle-là? Je peux donner quelques éléments, tu vas compléter. Je ne connais pas bien le business des assurances. D'abord, il faut faire la part des choses entre un véhicule connecté ou à conduite assistée, comme la Tesla avec l'autopilot aujourd'hui, et un véhicule entièrement autonome. Donc la responsabilité, c'est un énorme sujet qui occupe beaucoup les législateurs en ce moment. Il y a Alain Bensoussan qui s'est spécialisé dans la personnalité juridique des robots. On se pose la question de savoir si c'est le créateur de l'outil ou l'utilisateur de l'outil qui est responsable. Je pense que la première chose à faire, c'est d'expérimenter. Et c'est l'approche que certains États ou certaines villes, notamment aux États-Unis ou en Chine, ont. Ils choisissent, et justement, ça me semble très important de comprendre ça au niveau des véhicules autonomes. On m'a posé la question hier dans une autre conférence, quelle est la date où les véhicules autonomes vont se généraliser? J'ai dit, il n'y aura pas de date. Ma réponse est qu'il n'y aura pas de date. Pourquoi? Parce que c'est un processus continu de déploiement par expérimentation, par cercle concentrique. On va commencer par les autoroutes, on va commencer par des villes nouvelles. En Arizona et en Chine, on construit des villes où il n'y a que des voitures autonomes. Donc la question ne se posera même pas de savoir comment on fait cohabiter des véhicules avec des conducteurs humains, avec des conducteurs autonomes. Et donc, ce sera plus facile de le faire avec que des véhicules autonomes. Parce qu'ils vont rouler à la même vitesse, parce que les insertions dans les voies rapides seront plus faciles à gérer. Il y aura moins de complexité. La grande complexité, et d'ailleurs les premiers accidents l'ont montré, les 2 premiers accidents de la Tesla, l'accident de Navia à Las Vegas, ils ont tous montré que les accidents étaient liés en général au non-respect de l'IA de la voiture, dans le cas de Tesla, au non-respect de la vigilance du conducteur ou au non-respect du conducteur humain face à une machine. Et donc on est, comme dans toute problématique d'assurance, dans une problématique de responsabilité partagée. C'est-à-dire que c'est comment l'homme réagit à une machine. Mais c'est comme quelqu'un qui se blesse avec une machine-outil dans une usine. C'est qui est responsable? C'est la machine ou c'est l'ouvrier? Et donc, on va se retrouver dans la création d'une nouvelle forme de jurisprudence, j'ai l'impression. Et je ne suis pas spécialiste, je vous réponds un peu en improvisant.
une espèce de jurisprudence qui va se monter en place en fonction des types d'expérimentation, en fonction effectivement, comme Philippe le dit, du nombre de milliards de kilomètres qui ont été parcourus. Alors, il y a un débat qui revient systématiquement et qui, moi, m'agace, c'est le fameux débat du dilemme. C'est un débat à la con. Vous savez, c'est le débat du que va faire l'intelligence artificielle d'une voiture si elle peut ou écraser une femme enceinte avec des bébés d'un côté ou 10 repris de justice qui sont sur le côté de la route. Le problème, c'est que c'est une question qui n'est que philosophique parce que ça n'arrive jamais. Donc on ne va quand même pas passer notre temps à débattre 107 ans d'un truc qui n'arrive jamais. La législation, elle doit conserver un aspect pratique. Les réglementations doivent s'appuyer sur l'expérimentation et l'aspect pratique. Donc je pense qu'on est, comme dans toutes les nouvelles technologies, comme Internet quand il est arrivé il y a 23 ans, comme la mobilité quand elle est arrivée récemment, on va être d'abord dans une situation où il faut expérimenter, tester, mesurer, évaluer le taux d'accident, le côté accidentogène de telle ou telle solution, et petit à petit faire évoluer la loi. Si on se met à légiférer avant même qu'on ait expérimenté, là on n'innovera plus. Donc c'est une question un peu générale qui se pose aujourd'hui. Je pense que les assureurs réfléchissent chacun de leur côté de toute façon à la question. Vous êtes peut-être assureur vous-même d'ailleurs. Non, pas du tout. Je vais ajouter deux remarques. La première, elle est liée au fait que ce qui va poser question pour l'assureur, c'est le déplacement de la propriété elle-même du véhicule et le fait qu'aujourd'hui, on raisonne encore sur le véhicule comme d'un objet dont vous vous portez acquéreur et avec lequel ensuite vous faites à peu près ce que vous voulez dans le respect du code de la route. Je caricature, mais vous êtes propriétaire d'un véhicule à quelque chose dont vous serez un des consommateurs parmi d'autres. Et dans ces cas-là, il y aura probablement un opérateur de flotte dont la responsabilité pourrait être recherchée. Mais il y a déjà un truc intermédiaire dont assez peu de gens se sont aperçus, qui est que de plus en plus, avec la prise de possession d'un véhicule, est assortie une licence d'utilisation. Quand vous acquérez une Tesla, vous n'êtes pas totalement propriétaire de la Tesla au sens où vous ne pouvez pas en disposer à votre guise. Vraiment, quand je suis propriétaire d'un objet, si je décide de le casser, je peux le casser. Si je décide de le revendre à n'importe qui, je peux le revendre à n'importe qui. Et si je décide avec une voiture de devenir chauffeur Uber, je peux le faire. Je ne demande la permission à personne. Il y a un certain nombre de petites provisions et de codicilles dans le contrat qui vous lie à Tesla, qui est donc un contrat que vous passez, qui sont déjà plus dans l'ordre de la propriété habituelle. Et dans ces codicilles, il y en a un qui est assez connu, qui est le fait que lorsque vous engagez les modes de conduite autonome de la voiture, vous êtes explicitement censé avoir les mains près du volant et donc être dans une disposition qui... Bon, ça, c'est le premier point de précision. Et le deuxième, c'est que dans ces sujets compliqués de la responsabilité, il va falloir être capable d'expliquer les choses. Puisque une action en responsabilité ne peut se traduire en justice ou en droit que si on est capable de remonter les causalités. Or, la difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre d'algorithmes ou un certain nombre de sous-ensembles dans l'intelligence artificielle qui ne sont pas déterministes ou qui ne sont pas explicables. La boîte noire fonctionne, mais aller chercher en responsabilité celui qui a programmé initialement le réseau de neurones qui s'est reconfiguré par la suite n'est pas totalement évident. Le problème d'explicabilité, il se pose surtout sur les réseaux de neurones qui reconnaissent les images. Alors effectivement, la reconnaissance des images fait partie des différentes fonctions des véhicules autonomes, mais les problèmes d'explicabilité, ils vont être probablement traitables aussi par un autre aspect des véhicules autonomes, c'est que comme ils sont bourrés de capteurs, ils enregistrent tout. Donc on aura une vraie méga boîte noire dans les véhicules autonomes, comme on a déjà des boîtes noires dans les camions aujourd'hui. Donc on aura encore plus de fonctionnalités de boîtes noires dans les véhicules qui permettront d'auditer. C'est ce qui s'est passé pour la Tesla de son accident de mai 2016. D'ailleurs, les gens qui attaquaient Tesla ont perdu. Parce qu'ils ont pu démontrer qu'avec la boîte noire, c'est le conducteur qui n'avait pas respecté les règles. Et qu'en plus, par ailleurs, il y avait un défaut quand même de la Tesla qui a été corrigé depuis. C'est que le camion blanc, les caméras ne le voyaient pas, quoi. Donc maintenant, ils sont obligés de multiplier les caméras dans la voiture pour mieux voir en vision stéréoscopique ce qui se passe autour des véhicules. Ça a quand même ouvert l'esprit de Tesla. Ils ont multiplié par 8 le nombre de caméras dans les voitures à cause de ça, à cause de cet accident quand même. Et puis il y avait des problèmes qui ne sont pas encore complètement résolus, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu que quand une voiture s'effaçait de l'horizon de la Tesla et que devant il y avait un véhicule arrêté, comme par exemple un camion de pompiers, la voiture ne savait pas encore, entre guillemets, comment adapter sa réaction. Donc non, les assureurs les assureurs et les juristes et les avocats ont de belles années devant eux avant d'arriver à trouver une solution satisfaisante. Et d'ici là, lisez le contrat
qui vous lie aux constructeurs automobiles le jour où vous faites l'acquisition d'une voiture. En tout cas, les pays les plus innovants seront ceux qui accepteront de prendre le plus de risques. C'est pour ça qu'il y a un an, quand j'avais le premier mort avec ça, j'ai dit c'est une bonne nouvelle. C'est bizarre de dire ça. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est comme pour améliorer la sécurité des avions. C'est grâce aux accidents d'avion qu'on améliore la sécurité des avions. Vous direz que si les avions ont été conçus pour ne jamais tomber, la question se poserait peut-être pas. Mais c'est l'expérimentation et les accidents qui permettent d'améliorer le système. Et c'est un système en boucle. Et on en est qu'au début. Je suis étonné de l'absence des constructeurs ou des acteurs du bâtiment, visiblement à l'OCES. Après, je ne sais pas si vous en avez fait du BTP, ouais. Et comment... Non, alors ça là-dessus, on n'était pas parti spécifiquement pour trouver des acteurs de la construction. Le CES, au départ, hein, l'acronyme, c'est Consumer Electronics Show. Donc il y a encore 25 ans, au CES, on voyait des frigos, on voyait des... Voilà, mais voilà, maintenant ils sont connectés avec des écrans, mais on voyait des produits blancs et des produits bruns de la maison dès lors qu'il y avait un peu d'électronique dedans. Et donc c'était très orienté consommateur. Progressivement, ce salon a bouffé tous les autres aux États-Unis, tous ceux qui étaient spécialisés sur l'informatique, la photo, absolument. Enfin voilà. Tout ce qui était loisir pré-numérique a été absorbé par le CES. Il se trouve simplement que comme c'est là que la plupart des grands constructeurs, notamment d'électronique ou des grands constructeurs informatiques, font leurs annonces et font leur lancement de produits jusqu'à l'automobile, quand vous avez une thématique comme la Smart City, vous allez retrouver, comme Olivier l'expliquait très très bien à la fin de son exposé, vous allez retrouver la Smart City en pièces détachées. Et c'était ces pièces détachées-là qui nous intéressaient. Et c'est là qu'on a trouvé encore une fois des éléments qui permettent de nourrir ensuite les réflexions de prospective qu'on conduit chez Léonard pour le compte de tout le groupe Vinci. Je voudrais être sûr de la question. Vous posez la question sur est-ce qu'il n'y a pas de constructeur du BTP exposant ou visiteur? Ah, visiteur. Visiteur, il y en a. Bouygues Immobilier, ils étaient là. Dans le cadre du salon, en tant que visiteur, il y en avait. En tant qu'exposant, non. Alors, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'exposant du BTP. Il faut savoir que le premier visitorat du CES, on l'oublie toujours un peu quand on va au CES, ce sont les retailers. C'est les revendeurs. C'est les acheteurs de la FNAC qui viennent acheter leurs produits, pour voir ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur catalogue au printemps, puis à la rentrée scolaire, puis à Noël. Ils font leurs courses. Ça, c'est un tiers du visitorat. Donc, vous n'allez pas mettre un constructeur de BTP en exposant, ça n'a aucun sens. Alors après, le deuxième type de visitorat, c'est le tiers des exposants qui cherchent, eux, des composants pour leurs produits. D'où le ST Micro, le Qualcomm, le Intel, qui vend sa Camelot, pour le mettre dans un produit. Donc il faut comprendre, on comprend un salon quand on comprend qui visite. Et donc ça détermine la pertinence d'être exposant, de comprendre qui est visiteur. Et il y a 7500 médias par ailleurs, qui jouent le rôle de caisse de résonance mondiale aux annonces intéressantes. Une dernière question, oui. Parce qu'on est viré bientôt de la salle. Qu'on ait le temps de boire un verre et de continuer la discussion. Enfin, c'est une fausse question, c'est juste pour compléter la question précédente. La route intelligente n'est pas du tout abordée. Donc on parle beaucoup de véhicules autonomes, mais le véhicule autonome n'attend rien de l'infrastructure. Ça, je vais répondre. Ça correspond, de mon point de vue, à une vision extrêmement américaine du sujet. Les Américains sont partis parce que c'est les acteurs qui se sont lancés dans ce domaine sur un principe qui évidemment les arrange, qui est de dire le véhicule autonome sera 100% intelligent sur des infrastructures 100% stupides. La seule chose qu'on demande aux routes américaines, c'est d'avoir 2 bandes jaunes impeccablement peintes au milieu, sinon on est mal à l'aise. Donc peignez, s'il vous plaît messieurs du BTP, peignez. Et évidemment, on n'a pas totalement la même analyse. 2, on pense que dans des environnements très denses, comme les environnements urbains, l'infrastructure a de l'information à renvoyer au véhicule et réciproquement. Et bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais on a une position qui est en train de percoler aujourd'hui auprès des pouvoirs publics, à la fois pour des raisons de sécurité et des raisons industrielles. On pense que la sécurité de tout le monde, y compris des piétons, ne pourra être, franchira un ordre de grandeur dès lors que l'infrastructure sera en dialogue avec le véhicule. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il y a un sujet industriel pour l'ensemble de l'Europe qui est quand même pour l'instant encore assez absente
du domaine en dehors des systémiers comme Valeo dont on a donné l'exemple. Et là, je vous propose une expérience de pensée très simple. Imaginez qu'en 2020, vous puissiez utiliser une voiture comme aujourd'hui en ayant une carte grise, et que simplement l'obtention d'une carte grise en Europe soit assujettie à une condition supplémentaire qui est que lorsque votre véhicule est autonome de niveau 4 ou 5, il publie sur une bande de radio standard, dans un format standard et ouvert, de manière anonyme, un tout petit nombre d'informations dont l'Union européenne ou dont les organisateurs de l'espace public ont décidé qu'elles étaient importantes pour l'infra. Je vous rappelle que les véhicules autonomes, comme les vélos vert, jaune, orange qui sont dans Paris, circulent dans l'espace public. Et que l'espace public est la propriété de tous, et que c'est précisément le rôle des élus qui ont reçu le mandat de leurs concitoyens de définir ce qui se passe ou pas dans l'espace public. Donc là, il y a un levier. Pour moi, c'est un exemple dans lequel une réglementation positive peut avoir des impacts absolument étonnants. Pour le reste, je vous renvoie à la lecture ou à ce qu'on a pu publier à l'issue de nos travaux de prospective sur le véhicule autonome et sa relation avec l'infrastructure. Moi, je résume ça en disant que la vision américaine, c'est une vision libérale au sens français du terme, et la vision européenne est une vision dirigiste, d'économie dirigée. Et on retrouve ce clivage politique, qui est quand même ancien, entre les deux continents, dans cette vision. Et même aux États-Unis, on a un clivage entre la côte Est et la côte Ouest. Parce que la côte Ouest, la Silicon Valley, est plutôt non dirigiste, c'est chacun pour soi, et Google fait ses voitures qui roulent toutes seules. Et la vision côte Est jusqu'à Détroit, c'est plutôt constructeur, infrastructure, grande ville, avec une vision presque plus européenne. Donc en fait, il y a une espèce de rosace de vision qui va de l'Amérique de l'Ouest jusqu'à l'Europe. Et après, il y a l'Asie de l'autre côté, qui est plutôt proche de l'Amérique de ce point de vue-là, quoi.